La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Salut mon Steph. Hey, salut les gars, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ouais, merci de m'avoir. Merci d'être venu. C'est bien gentil. On n'a pas le choix, Steph, avant de rentrer dans les discussions de ta carrière et autres, là, d'entendre l'opinion d'un ancien, d'un coach qui est avec des jeunes sur la situation de Jake Evans et Mark Scheifele, là, savoir un peu ce que toi, t'es en arrière de la tête là-dessus. Bien, évidemment, voir des images comme ça, c'est jamais plaisant. C'est sûr, quand ça nous attaque plus directement, un joueur du Canadien, ça semble faire encore plus mal que les autres incidents qu'on voit régulièrement, malheureusement, dans la Ligue nationale. Ouais. À mon époque, ça aurait été une mise en échec légale, pas de suspension, peut-être même pas de punition. Il y a des joueurs qui ont bâti leur carrière, qui sont même au temple de la renommée avec des mises en échec comme ça, mais le hockey a beaucoup évolué et on doit arrêter de voir ce genre d'événements-là. La Ligue nationale, l'Association des joueurs se doivent de se prendre en main puis d'envoyer un message clair qu'on ne veut plus voir ça. Oui, on a toujours une responsabilité comme porteur d'avoir la tête haute. Mais lorsqu'un adversaire prend avantage d'une position vulnérable et tente de blesser un joueur comme ça, c'est pas mêlant. Si quelqu'un fait ça dans un centre d'achat, il se fait menotter, il s'en va en prison, il se fait accuser. Exact. Mais sur une patinoire, pour une raison quelconque, on tolère ça encore et puis ça envoie une image très négative là, pour nos jeunes hockeyeurs, de toute évidence, puis pour le monde du hockey en général. Ouais, c'est vrai. Puis c'est bizarre que ça arrive que tu es là ce soir. J'écoutais Vincent D'Anfous dans une ancienne entrevue. Il parlait de toi, que tu étais un gars tellement intelligent à sa patinoire, puis tu réussissais justement à éviter les mises en échec de la sorte. C'est-tu stressant toujours avoir regardé en entour quand on a une plus petite stature et tout ça? Bien, c'est sûr qu'à mon époque, les petits joueurs, on n'était pas beaucoup. On était des cibles. J'étais un joueur offensif. J'étais souvent la cible d'intimidation. Mais oui, il fallait avoir la tête haute. Et parfois, avant les matchs, là, on regardait les alignements et on pouvait identifier Pat Steven, Darius Kasparaitis et quelques autres dans la Ligue nationale. Et on le savait là, qu'on devait se protéger par moment parce que ces gars-là, ils voulaient arracher la tête très souvent. Ah non, eux autres c'était pas c'était pas des enfants de la petite école. C'était pas pour la fun, eux autres. Non. Ah non, ça rentrait au poste. Puis comment t'as occupé? Je pense que j'ai vu que, tu sais, on sait que t'es collégial avec à Lennoxville, je crois, je me trompe pas, Collège Champlain, c'est ça? Collège Champlain, oui. Collège Champlain, puis je pense que là, la saison, elle a été annulée, donc tu t'es retrouvé ces bancs d'école, ça se peut-tu? J'ai-tu vu quelque chose de même? Non, tu as bien lu, c'est vraiment une coïncidence. Il faut dire que ma conjointe, c'est une enseignante de formation au primaire, elle enseigne depuis toujours. Et là, elle est arrivée au mois de novembre en disant on cherche des suppléants, on manque de personnel. Étant donné que mon hockey il était arrêté, j'ai dit peut-être que je peux dépanner à l'occasion. C'est ce que j'avais commencé à faire. Là. J'allais dans des classes régulières et là, je donnais la matière aux élèves, à son école principalement. Et là, tout d'un coup, le professeur d'éducation physique devait s'absenter pour une longue période. Font des recherches de personnel, trouvent personne. Mon nom était apparu. Est-ce que ça te tente? Finalement, je me suis retrouvé à travailler 2 mois à temps plein en éducation physique avec des maternelles 4 ans jusqu'à des 6e années. Oh. Juste avant de terminer, il y a une autre école de Magog qui m'a téléphoné pour remplacer encore une fois leur professeur. Fait que finalement, j'ai fait 3 mois et quelques semaines à temps plein en éducation physique. Mais je vais te couper, mais dans ta carrière de joueur de hockey, tu as traversé beaucoup d'épreuves, tu as appris beaucoup sur toi-même. Ça t'a aidé à passer l'étape de passer du temps avec les 4 ans en maternelle? Les 4 ans en maternelle, ça a vraiment bien été. C'est pas eux autres qui étaient les plus difficiles dans l'école. Il y avait des jeunes, mais c'est une belle expérience de vie. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Là. Je fais vraiment ça pour dépanner. Je continue l'expérience occasionnellement. C'est spécial de découvrir notre système d'éducation de l'intérieur. C'est sûr qu'avec ma conjointe, là, on me parle souvent de leur réalité, mais ce n'est pas facile pour eux. Les jeunes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'aide supplémentaire. L'aide supplémentaire n'est pas présente, donc les professeurs sont surtaxés et ça fait que les élèves qui ont moins besoin d'aide parfois sont pénalisés. On pourrait souhaiter qu'au Québec, on ait un système d'éducation beaucoup mieux organisé. Malheureusement, là, on espère que ça va s'améliorer.
Non, c'est certain, puis c'est jamais facile. Puis je pense que dans l'éducation, le coaching, il y a une grande partie que c'est de l'éducation, là, tu sais, c'est de prendre le temps avec les jeunes, puis de leur prendre la main, puis surtout au niveau que tu sais, toi, t'es comme la transition entre le gars qui rêve encore un peu au junior majeur, le junior 3, collège américain, puis qui sort du midget Ouais. 3, midget espoir. Fait que c'est vraiment un niveau qui a une transition intéressante. Puis justement, le niveau pédagogique, t'as-tu manqué cette année sur la glace, tu sais, de pas jouer, pas de match, ce feeling-là, ça doit manquer pas mal. Bien, c'est sûr que ça me manque. Le coaching, c'est ce qui a remplacé un petit peu ma passion du hockey. Là. Si on pouvait tous retourner en arrière et continuer à être un joueur de hockey, ben, on le ferait. Moi, je paierais cher pour jouer juste un autre match dans la Ligue nationale, vivre cette atmosphère-là, une victoire, un but, une victoire d'équipe. Donc, le coaching, c'est ce qui m'allume le plus. Et d'être privé de ça, c'est pas facile, mais moi, j'ai surtout une pensée pour mes athlètes, pour nos athlètes, nos jeunes hockeyeurs. C'est pas facile. Moi, en tout cas, mes joueurs, je leur lève mon chapeau. Ils ont été extraordinaires parce qu'ils ont navigué au travers cette épreuve-là de façon remarquable. Ils ont accepté, ils ont compris la réalité. On a essayé de tirer le maximum de la situation. Et à un moment donné, quand on est revenu là, au mois de février sur la patinoire, ben, dans des petites bulles, 6 joueurs, 8 joueurs sur la patinoire, à un moment donné, je n'avais même pas le droit d'être sur la glace avec eux autres. Mais mes jeunes ont continué à travailler. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui se sont quand même engagés malgré les circonstances. Puis moi, là, je pense que notre jeunesse a démontré beaucoup de caractère dans cette épreuve-là de la COVID. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là pour se préparer pour l'année prochaine? Parce que c'est quand même particulier là, comme situation. Puis pour être prête pour leur futur à partir de septembre. Bien, mon approche a toujours été la même, Maxime. C'était, dans le fond, on est presque tous dans la même réalité. Et c'est ceux qui vont essayer de maximiser cette réalité-là, de faire en sorte qu'on va franchir ces obstacles-là le mieux possible pour minimiser les pertes de développement physique, mental. Donc, il fallait puiser dans la force de caractère, justement, pour ne pas se décourager, de continuer à aller à s'entraîner. Si on ne pouvait pas aller au gym, de le faire à l'extérieur, à la maison, de donner le maximum à la patinoire. Et puis, évidemment, il y a des athlètes qui comprennent ce message-là mieux que d'autres. Mais c'était le mot d'ordre, c'est de maximiser pour ne pas prendre trop de retard. Penses-tu justement que même si on a beau dire ils ont pratiqué, ils ont été sur la glace, ils ont pris du retard pareil comparativement à d'autres ligues ailleurs qui ont joué, penses-tu que ça va nous rattraper à quelque part au niveau de notre développement québécois? Bien, c'est sûr qu'idéalement, on voit de l'action, on s'entraîne, on se développe. Être mis de côté, c'est pas favorable. Ça peut être défavorisant à court terme. Il faut espérer justement que, comme athlète, tu prends les bouchées doubles, surtout prendre les bonnes décisions, s'entraîner sur les bons aspects de ta personnalité, de ton joueur, de te connaître toi-même, d'aller chercher l'aide pour justement là, s'assurer qu'on ne perd pas trop de temps par rapport à ceux qui ont été peut-être plus privilégiés. Parce qu'il y en a eu c'était un petit peu inéquitable cette année. Si on a vu le junior majeur, eux, ben, sont chanceux. Là, ils ont eu des matchs, ils ont eu une mini-saison, ils ont eu des entraînements en équipe. Nous, le collégial, on est dans la même catégorie d'âge et nos jeunes n'ont pas le droit. Plusieurs de mes joueurs étaient joueurs affiliés ou espèrent retourner l'année prochaine dans le junior majeur. Mais ces jeunes-là, contrairement à d'autres de leur âge, ben, eux ont écopé là, des décisions de la santé publique. Ah non, c'est sûr. Là-dessus, moi, je garde juste un point que tu as dit. Moi puis Max, on l'a compris depuis notre retraite, on prend les bouchées doubles. Les bouchées doubles, les gorgées doubles, on est en business. C'est ça qui se passe. Moi, je voulais savoir, on parle de jeunesse, puis je vais revenir en arrière dans ta carrière. Comment ça a commencé pour toi, de jour 1, le hockey, puis commencer du début? Ben moi, j'ai été emmené à la patinoire à 3 ans pour patiner. Semble-t-il, j'ai jamais patiné sa bottine. Je patinais très, très bien, très tôt. Ça a commencé droit. Et puis, à 5 ans, j'étais dans le hockey organisé. J'ai été surclassé très rapidement. J'ai vécu mon hockey mineur à Saint-Antoine-des-Laurentides jusqu'à Bantam, première année. Et j'ai gravi les échelons. Je jouais toujours dans le double lettre. J'étais un joueur très productif dans mon jeune âge. Je dominais le hockey mineur de Saint-Antoine, de Saint-Jérôme, de l'Estrie, pas de l'Estrie, des Laurentides. Et par la suite, on a déménagé à Sherbrooke par décision familiale. Mon père est venu travailler dans la région de Sherbrooke, ce qui a fait en sorte que j'ai abouti avec les cantonniers de Magog au niveau midget 3A.
pour me faire repêcher à 16 ans avec les Cataractes de Shawinigan et de là, éventuellement, là, jusqu'à la Ligue nationale. Donc, un parcours intéressant. Quand j'étais jeune, mon premier idole, c'était Bobby Orr avec les Bruins de Boston. Donc, je n'étais pas nécessairement le partisan du Canadien en tout jeune âge. Ouais. J'aimais même narguer parfois le reste de ma famille qui, eux, prenaient le Canadien parce que moi, c'était Bobby Orr. J'étais influencé par lui très tôt dans ma carrière. C'est le cheminement d'un gars de talent. Tu sais, la manière que tu parles, les obstacles en début de carrière n'étaient pas si présentes que ça, mais est-ce que tu réussis quand même à te forger un caractère dans tout ça? Même si la route est quand même clean. Là. Oui, ben, j'avais un père extrêmement exigeant. Il voyait mon potentiel, il voyait mon talent. Il avait tellement peur que je m'assoie sur mes lauriers et que je commence à être négligent et complaisant. Il me le rappelait, je peux vous le dire, très souvent. Mais pour moi, le hockey, c'était même pas une passion, c'était une obsession. Il n'y a personne qui m'obligeait à jouer au hockey. L'été, je faisais plusieurs sports. Là, je suis multisport, mais le hockey a toujours été le sport dominant. Mais l'été, je pouvais lancer des rondelles. Mais les obstacles, pour moi, c'est... Bon, tout le monde disait quand j'étais jeune, le petit Lebeau ou les petits Lebeaux, parce que j'avais mon frère aussi. Les frères Lebeau sont bien bons, mais ils sont trop petits, ils ne passeront pas. Fait que c'est un petit peu une hantise de mon père. Mon père, en plus, c'est un gars de plus de 6 pieds. C'est un gars qui était fort physiquement. Puis il voyait tous les enfants étaient plus grands que leurs parents ou leur père. Puis là, il voyait ses propres enfants avec lui. Fait qu'il nous faisait faire des extensions à tous les jours, essayer de nous étirer pour essayer de grandir. Et puis, évidemment, ça venait plus le chercher lui parce que c'est lui qui attendait les commentaires comme quoi on était trop petits pour réussir. Non, l'adversité est venue quand même très tôt au cours de ma carrière, mais moi, l'adversité, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait avancer, puis ça fait en sorte que ces obstacles-là, l'adversité me fait grandir et m'a rendu meilleur au fil des années. Ben, j'ai fouillé dans mes vieilles boîtes, puis j'ai trouvé ta carte recrue. T'es pas si petit, t'es 5 et 10, tes cartes. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une histoire quand même un peu particulière parce que c'est quand je suis arrivé à Shawinigan à 16 ans. Les Cataractes de Shawinigan m'avaient repêché. Ils ne pensaient pas que j'étais pour faire l'équipe parce qu'eux autres, il y avait une équipe pour aller à la Coupe Memorial. Il n'y avait pas vraiment besoin d'un joueur de 16 ans. Mais je fais l'équipe. Et là, l'entraîneur, c'est Ron Lapointe, l'ancien entraîneur des Nordiques de Québec, un entraîneur très intimidant pour un jeune de 16 ans. Très autoritaire. Et là, en début de saison, le dépisteur en chef de la Ligue nationale vient mesurer et peser tous les joueurs. Ron Lapointe me fait venir dans le bureau. Il dit, Stéphane, il dit, garde, il dit, tu as juste 16 ans. Il dit, ton poids, c'est pas très important, mais il dit, ta grandeur, je suis pas sûr. Fait qu'il dit, moi, si j'étais toi, je me mettrais une rondelle en dessous de mes pieds. Fait que là, Ron Lapointe, il me dit ça. Là, je dis, es-tu sérieux? Puis en même temps, je suis intimidé un petit peu par lui. Je m'en vais dans la chambre de bain, je prends une rondelle, j'enlève mes bas, je me tape une rondelle en dessous de chacun de mes talons, je remets mes bas blancs. Et là, je suis super nerveux, j'arrive dans la clinique pour me faire peser et mesurer. Le dépisteur de la Ligue nationale, il est là. Ron Lapointe, il rentre dans la clinique pour venir le distraire, pour venir lui parler. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui me mesure 5 pieds 10. Il marque 5 pieds 10. Il est sorti de là. Fait que dans tous les guides de la Ligue nationale, dans toutes mes cartes de hockey, ça a toujours été Stéphane Lebeau à 5 pieds 10. Mais... ouais, mais je trouve que t'as pas poussé trop loin. Deux de plus à la tête, t'avais ton 6 pieds. Non, ça partait pas. Ça aurait pris peut-être 3 rondelles. Parce que bon, 5 pieds 8, bien étiré, là, je peux peut-être dire 5 pieds 9, mais là, il faut vraiment que je me stretch. Faut que tu le sais, ça. C'est carré, ça. Ouais. Ça, c'est bon, mais merci à Ron Lapointe. Puis là, ça devait être stressant. Toi, une fois qu'il venait, il fallait que tu te mettes des pucks pour qu'il venait mesurer. C'est bon, j'adore ça. Qu'est-ce que tu te souviens de. Après ça, tu étais à Shawi, tu t'es fait le repêchage canadien. Tu es rentré au Canadien, tu as passé par. C'est quoi le chemin? Non, ça a été dans ma carrière peut-être un des moments les plus tristes, là, parce que bon, l'année de mon repêchage, j'avais compté 67 buts. J'avais été un des meilleurs marqueurs et buteurs du Canada au complet. Le repêchage a lieu au Forum, 12 rondes. Il y avait 21 équipes à cette époque-là. Je suis dans les estrades avec mon père pendant 12 rondes de temps. Il n'y a aucune équipe
qui a pris une chance sur moi. Jimmy Carson, qui avait terminé 7 points en avant de moi dans la même ligue que moi, là. Il jouait pour Verdun. Il avait sorti 2e au total. Wow. Et moi, pendant 12 rondes, aucune équipe a pris de chance. Fait que c'est un message assez clair que c'était vrai que le beau était bon et il était trop petit. Ouais. Fait que je suis sorti du forum en larmes avec mon père. J'étais à la limite frustré, révolté. J'avais regardé pour partir déjà pour l'Europe. Je n'avais pas accepté nécessairement. Finalement, ça n'a pas fonctionné. C'était trop compliqué à mon âge de partir trop rapidement. Je me retourne au camp d'entraînement des Cataractes de Shawinigan. Et là, André Boudria, des Canadiens de Montréal, m'a offert une invitation à leur camp. Et c'est de même que je suis rentré dans l'organisation du Canadien. J'étais au camp. Ils m'ont signé un contrat de 3 saisons. J'ai complété mon stage junior. Et par la suite, tu as joué 20 ans? Non, je n'ai pas joué 20 ans. 19. 20 ans, j'ai joué dans la Ligue américaine pour les Canadiens de Sherbrooke. Moi, je veux en savoir plus. Là, tu n'es pas repêché, tu sors en pleurs. C'est quoi, qu'est-ce qui se dit entre toi et son père, entre toi et ton père, puis c'est quoi la direction qu'on prend? Tu travailles-tu plus fort? Tu fais-tu quoi de différent? Comme j'ai dit, j'ai vécu une partie de frustration dans laquelle j'essayais de m'en aller en Europe. Je disais peut-être le hockey européen est plus pour moi. Et quand ça n'a pas fonctionné, j'ai pris les bouchées doubles. Je voulais leur prouver. Puis moi, c'était un petit peu ma façon de faire les choses. Je suis un gars assez intense qui fait les choses à fond. Et c'était de devenir le meilleur joueur de hockey possible. Et l'année suivante, j'ai encore amélioré ma facette de jeu. Mon style, évidemment, c'était de marquer des buts puis de produire offensivement. Et puis, j'ai toujours avancé vers ça pour peaufiner. J'avais un bon coup de patin, mais il n'était pas extraordinaire. J'ai beaucoup travaillé pour améliorer mon coup de patin. Et ça, je pense que ça a peut-être été un élément déterminant, là, le fait que j'ai passé ou pas. Puis là, quand tu arrives dans le vestiaire du Canadien, que ce soit repêché, invitation, on s'entend que là, tu te dis, j'ai une chance. Mais, quelqu'un qui m'a vu. Mais je pense, Max, avant justement de rentrer au Canadien, dis-moi si je me suis trompé, mais tu as gagné recrue de l'année, meilleur pointeur de la Ligue américaine, puis tu as gagné meilleur joueur de la saison régulière. C'est assez exceptionnel. Il s'est fâché pour vrai. Ouais. Là. C'était pas quand tu passes un message, t'en passes un. Oui, puis tu sais, quand j'analyse ce qui s'est passé avec le Canadien, là, moi, à ce moment-là, j'habite Sherbrooke. Le club école du Canadien était à Sherbrooke. Fait que, est-ce que, quand ils m'ont offert cette invitation-là, est-ce qu'ils me voyaient comme un prospect de la Ligue nationale ou est-ce qu'ils me voyaient comme un gars de la place? Un gars de la place. Ouais. C'est ça. Fait que, je ne le sais pas, mais finalement, je finis ma carrière junior en force. À 20 ans, je vais au camp d'entraînement. Je joue 2 parties d'exhibition. Je me fais couper. J'arrive ici à Sherbrooke avec Benoît Brunet, entre autres. Puis, c'est Jean Hamel, l'entraîneur. Puis moi puis Benoît Brunet, dès le départ sur la glace, la chimie s'installe, la chimie, la magie. Et puis, c'était très hiérarchique à l'époque avec les Canadiens de Montréal. Là, il fallait respecter l'ordre, puis il ne fallait pas que les recrues déplacent trop rapidement les vétérans. Mais Jean Hamel, lui, il a fait foi de ça. Puis moi puis Benoît, on produisait. Donc, on a eu de la glace. Cette année-là, je compte 70 buts dans la ligne américaine. Un record qui tient toujours. Évidemment, le hockey marque beaucoup moins de buts aujourd'hui. Mais... C'est encore le record 70 buts? Oui. Oui, wow. Oui. C'était le record. J'ai passé proche pareil, il m'en manquait juste 45. T'as passé après une autre époque que moi. Ces 70 buts-là me donnaient vraiment un tremplin là, pour avoir une véritable chance avec le Canadien de Montréal. Parce que l'année suivante, quand je suis arrivé au camp d'entraînement, là, les journalistes parlaient de moi. Les Canadiens n'avaient vraiment pas le choix de me donner une chance parce que j'avais connu une saison exceptionnelle. Puis dans mon année exceptionnelle, les gars, j'avais été rappelé juste une partie pendant toute ce... Ça n'a pas de sens. Fait que c'était une autre époque, c'était une autre mentalité. Comme je disais, là, c'était fais tes classes, mange ton pain noir, puis à un moment donné, tu vas avoir ta chance. Puis qui t'a pris sous son aile à un moment donné du côté du Canadien de Montréal? Pas Python encore. Python, quand j'étais junior majeur, il venait me voir. Écoute, un gars il était tellement exigeant lui aussi. Il était là pour le bien des joueurs, puis il n'allait pas par 4 chemins. Lui, il voulait que ton échauffement d'avant-match, il voulait que tu sois le meilleur joueur sur la glace. Saute sur tes patins, mon petit gars. Après les matchs, là, c'était pas trop compliqué. Qu'est-ce qu'il disait, mais il voulait vraiment ton bien. Fait que oui, il m'a suivi toute la carrière, mais quand je suis arrivé... dans la Ligue nationale,
à ce moment-là, il y avait plusieurs bons vétérans chez le Canadien. Puis moi, j'ai toujours dit que j'ai beaucoup appris de ces gars-là. La tradition victorieuse du Canadien, elle existait à cette époque-là. Comment se comporter en gagnant? Le Canadien avait gagné la Coupe Stanley en 86, avait perdu la Coupe Stanley en 89 contre les Flames de Calgary. Donc, on était dans cette culture de gagnant où, quand tu arrivais, tu n'avais pas le choix d'apprendre et de te comporter comme un gagnant. Donc, à observer ces gars-là, ça a été vraiment bénéfique pour ma carrière parce que j'ai appris très, très rapidement à comment se comporter comme un professionnel. Et comment tu penses, puis ça vient juste de mener cette question-là, mais comment tu penses que ça se perd, ça? C'était une meilleure question, Max, d'habitude, ça. Non, mais on dirait que c'est tellement d'années de victoire et tout ça. Tu parles de tradition. On parle souvent le Canadien ne gagne plus, il faut être honnête. Ça s'est pété où, la chaîne? Bien, écoute, ça fait longtemps qu'on recherche vraiment la réponse à ça. Moi, on fait souvent référence au fameux symbole du flambeau de la Sainte Flanelle. Moi, jusqu'à un moment donné, malheureusement, on a éteint ce flambeau-là. À partir de quand? C'est sûr, quand le Canadien a congédié Serge Savard, ça a commencé le début de la fin pour le Canadien. Puis depuis ce temps-là, on court après notre queue. On n'a pas réussi à rétablir là, ce prestige-là qui entourait les Canadiens. On espère que ça va être réallumé bientôt là, avec ce qui se passe dans les derniers jours. On commence à y penser un petit peu, mais il est encore très tôt. Mais ça serait temps là, que le Canadien retrouve ses notes de noblesse et qu'on arrête de vivre dans le passé et qu'on revoie un Canadien là, vraiment compétitif. Comment on fait ça selon toi? Attends une minute, Guillaume. J'ai pas fini, Guillaume. Vas-y. Comment on fait ça? Ce serait quoi le plan de Stéphane Lebeau pour revenir à l'ancien Canadien? Justement, il a sorti un PDF. Il va nous montrer un PDF. Je vais juste nous montrer ton... un PowerPoint de très Non, puis, écoutez, les gars, je participe à votre émission. Puis, Max, Guillaume, tu le sais, là, j'ai collaboré avec toi un petit peu à l'antichambre. Exact. Depuis pratiquement un an, j'ai pris ma retraite comme joueur analyste pour différentes raisons. Mais ce soir, je vais faire un spécial. Moi, je pense que le Canadien, au fil des années, on fait beaucoup de rapiessage. Du rapiessage qui, trop souvent, autrement, n'a pas porté fruit. Les derniers rapiessages de Marc Bergevin a apporté de l'eau au moulin, mais il manque un élément essentiel, c'est vraiment le développement à l'interne avec les repêchages de qualité qui a fait défaut. Ce repêchage-là, oui, je ne vais pas faire le procès de Trevor Timmins, un gars que j'ai côtoyé et que j'ai beaucoup apprécié. Oui, il a repêché des bons joueurs, puis c'est pas là la discussion, mais à un moment donné, tu es une moyenne au bâton. Et la moyenne au bâton est malheureusement trop basse. Et ça fait en sorte que Marc Bergevin a dû pédaler très, très rapidement du niveau professionnel pour faire des transactions, essayer plein de choses. Puis c'est du rapiessage. Donc, le rapiessage, Bergevin, je pense qu'il l'a bien fait dans les dernières années. Mais cet élément-là de jeunesse, de joueurs dominants, pas juste des gars qui viennent mettre le chandail sur le dos des joueurs qui font la différence, je parle ici. Là, là Caulfield arrive, on est encouragé, mais ça prend des Caulfield, ça en prend quelques-uns à chaque année pour faire en sorte que ta banque de jeunes elle a vraiment un impact sur ton organisation. Puis ça a été, selon moi, là, ce qui a fait beaucoup de défauts dans les dernières années, surtout sur l'ère de Marc Bergevin. Je suis d'accord. On essaie peut-être d'aller trop vite des fois un petit peu. Tu sais, c'est dur d'être patient à Montréal. On s'entend, on connaît tout le marché. Mais peut-être qu'il serait temps de prendre notre temps un peu et d'aller en chercher des jeunes. Bien, écoutez, là, moi, tu sais, Trevor Timmins, quand on regarde son bilan, puis c'est pas pour critiquer le gars, mais là, OK, on frappe encore sur le clou. Les espoirs s'en viennent, mais ça fait 17 ans qu'il est dans l'organisation du Canadien. Puis si on regarde dans les 17 dernières années, combien de rondes éliminatoires que le Canadien a gagné. Là. Fait que c'est une analyse objective que j'ai assez fois de la situation. C'est mon analyse à moi, ça vaut ce que ça vaut. Mais... Je pense que tout le monde est d'accord. Oui, c'est très bon. Puis là, Max, il a fait une parenthèse, mais là, si je reviens à ce qu'on disait tantôt. C'est juste une parenthèse de 18 minutes, là, calme-toi, c'était pas si pire. mais tu parles tantôt, puis tu dis j'ai été rappelé une fois dans ta saison de 70 goals. Est-ce que tu pensais, quand tu as été rappelé, que c'est là que ça se passe? Tu sais, dans le sens que j'ai une saison de fou, il me rappelle, c'est fini, je reviens pas à Sherbrooke.
Non, je n'ai pas eu cette pensée. Non? Non. C'est sûr qu'on le souhaite toujours. J'étais peut-être pas prêt. Je pense que je me devais de terminer ma saison. Mais ce rappel-là a été un peu particulier parce que, bon, on avait joué le mardi soir à Sherbrooke. Jean-Hamel a dit « Steph, va-t'en chez toi, ça se peut que tu sois rappelé demain. » Évidemment, tu ne dors pas très bien dans ce temps-là. J'étais assez nerveux. Finalement, le téléphone ne sonne pas. Le mercredi matin, je me fais réveiller. C'était Serge Chavard. Il dit, Stéphane, il dit « Viens-t'en, tu joues à soir. » Fait que je prends mon char. J'avais une Volkswagen Fox à l'époque. Je m'en vais au Palais des Sports de Sherbrooke. Je fais ma poche. Je m'en vais. Je manque l'entraînement matinal. Je m'en vais direct déposer mon stock dans le vestiaire. Je m'en vais au manoir Lemoine à côté. Je vais faire ma petite sieste. Et là, j'arrive le soir. Dans le vestiaire, Bob Gainey, Matt Naslund, Bobby Smith, Patrick Roy, Guy Carbonneau, Chris Chelios, en tout cas, la gang que j'ai vue quand j'étais TQ un petit peu. Tout pour te gêner, mettons. Je les avais côtoyés un petit peu dans les camps d'entraînement. Mais les gars, tu sais, ils me connaissaient, puis ils savaient que j'avais une bonne saison dans la Ligue américaine. J'étais bien reçu. Mais là, de l'autre côté, on joue contre les Kings de Los Angeles et Wayne Gretzky. Wayne Gretzky est mon idole depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Là, je fais l'échauffement d'avant-match, puis là, je patine à l'entour, mais là, ma tête, elle fait juste regarder l'autre côté parce qu'il y a Gretzky l'autre bord. Là, à ce moment-là, c'était Pat Burns l'entraîneur. Le match commence, je commence sur le banc. Un arrêt de jeu, 2 arrêts de jeu. À un moment donné, Gretzky saute sur la patinoire, Pat Burns, il dit « Lebeau, next ». Fait que là, je me retrouve sur la glace, ma première présence dans la Ligue nationale contre Wayne Gretzky, ma première mise au jeu contre Wayne Gretzky. Et j'ai joué tout le match pratiquement contre Wayne, à part lorsque les Kings étaient en avantage numérique. J'ai même pris ma première punition sur Wayne Gretzky. Je l'ai cinglé. T'es-tu excusé? Non, je me suis pas excusé. Non, mais Guillaume, il n'y a pas eu de problème. Moi, il y avait les gants hauts de main. Mais on a gagné 5-2. J'ai eu une passe sur le but de Chelios. Gretzky a eu une passe en avantage numérique, donc j'ai fini +1. Wow, puis là, après le match, là, j'ai rencontré Burns et Sarah. Ils ont dit « Hey, on est content de ton match. » Mais là, il dit « Tu vas retourner battre le record dans la Ligue américaine. » Fait que je suis ressorti avec ma poche, mes bâtons de hockey. J'ai signé une coupe d'autographes. J'ai retourné ça à 10 puis je suis venu me recoucher à Sherbrooke comme si j'étais venu jouer une game de Ligue de garage. Le lendemain, je me réveille puis là, je regarde le Journal de Montréal. J'ai dit, c'est vrai, j'étais bien là au fond. J'étais bien là, c'est vrai. C'est comme si tu avais gagné un concours, une journée dans la vie d'un joueur de hockey du Canadien de Montréal. C'est assez spécial, exactement. Mais Max, il faut que tu comprennes, je pense que tu as une relation spéciale, même aujourd'hui, avec Wayne Gretzky, c'est ça? Bien, Gretzky a joué, comme je dis, il a commencé à jouer dans la Ligue nationale, j'ai 12 ans. Fait que je suis TQ, je joue dans la rue, dans mon sol. Je copie Gretzky. Là. Il y en a qui parlent de la technique du génie emprunté. Ben, moi, Gretzky, il m'a rendu meilleur, il ne le sait pas, là, mais juste en le copiant, je ne suis jamais devenu Wayne Gretzky, mais je l'imitais, je l'étudiais. J'arrivais dans la rue, c'est moi qui fais Gretzky. Puis là, ben, je vous ai expliqué que j'ai joué mon premier match contre lui. L'année suivante, je fais le Canadien de Montréal. J'habite à Varennes. Ma conjointe est à l'Université de Sherbrooke. Je décide de m'acheter 2 chats. Je l'appelle Wayne puis Janet. Ça, c'est un peu bizarre. Je m'excuse. J'aime que les choses aient une signification. Là, ma blonde a dit comment qu'on appelle les chats. Dans ma tête, c'était clair. C'était Wayne puis Janet. Fait que là j'ai des photos de moi, j'ai de lui dans mon bureau. Je commence à collectionner les cartes de Wayne Gretzky. Aujourd'hui, j'ai environ 3000 cartes de Wayne Gretzky. Oui, c'est une belle collection. Tu sais que ça peut valoir cher aujourd'hui, hein? Oui, ben j'ai quelques cartes recrues, mais malheureusement, ils n'ont pas le niveau 10 tant espéré qui valent plusieurs millions. Là. Donc, c'est une belle collection. Mais fait que Gretzky, au fil des années, je le suis encore. C'est sûr que je suis dans la Ligue nationale. Mais là, il arrive 1993. Je me retrouve en finale. C'est vrai, les finales Stanley contre lui. Fait que là, nous, on était déjà qualifiés
pour la finale, on attendait savoir qui gagnait entre Toronto et Los Angeles. Finalement, le match numéro 7 a lieu à Toronto. Ma femme, elle a des billets pour aller voir Stéphane Rousseau en spectacle. Je dis, chérie, j'ai dit non, je n'ai pas la tête à ça. Je regarde le match. Gretzky, il bat Toronto avec 3 buts, une passe. Là, je m'en vais me coucher avec Wayne et Janet dans le lit. Là, le lendemain matin, je me réveille. Là, j'enlève toutes les photos, toutes mes cartes de hockey. J'avais des bâtons de Gretzky. Je mets tout ça dans un placard. Là, ma femme, elle se lève. J'ai dit, là, chérie, Wayne et Janet n'existent plus dans la maison. On n'a plus le droit de nommer Wayne et Janet. Elle dit, t'es malade? Fait que je dis, non, j'ai dit, sérieux. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais avoir une idole qui va essayer de m'empêcher de gagner la Coupe Stanley. Fait qu'elle a dit, comment tu vas appeler les chats? J'ai dit, on va les appeler Savy puis Mona. Savy pour Denis Savard, puis Mona, c'était la femme à Denis Savard. Fait que, là, la même journée, j'arrive dans le vestiaire des Canadiens. Bertrand Raymond, du Journal de Montréal, il est là. Il vient me voir. Il dit, ça fait quoi de jouer contre ton idole en finale? Là, je fais la déclaration. Je dis, Gretzky n'est plus mon idole. J'ai la copie du Journal de Montréal. C'est sur la page complète du Journal de Montréal. Gretzky n'est plus mon idole. Finalement, je gagne la Coupe Stanley avec le Canadien contre mon idole de jeunesse, Wayne Gretzky. Puis, ce qui est étrange, après, j'ai été échangé à Anaheim. Puis là, Anaheim puis LA, on jouait souvent. Ouais. Puis à l'époque, vous vous souvenez, on avait le droit d'accrocher, puis on avait le droit de ralentir les joueurs. Puis à un moment donné, j'ai voulu ralentir Wayne. Puis malheureusement, le bout de ma palette a été frappé à la place où ça ne fait pas du bien. Fait que là, il s'est retourné, il a dit « Fuck you, Lebeau ». Fait que c'est la seule parole qu'il m'a dit, c'est « Fuck you, Lebeau ». Mais là, je me suis dit, au moins, il connaît mon nom. J'y aurais redonné ses chats en hostie. C'est écœurant, ça. C'est ça ma relation avec Wayne Gretzky. Au moins, il connaît mon nom. C'est écœurant, ça. C'est assez... Mais là, cette expérience-là, il faut en parler aussi. Tu sais, gagner la Coupe Stanley pour le Canadien de Montréal. Et puis là, avec tout ce que tu nous as conté, là, toute ta vie de travailler, t'es pas repêché, c'est dur, t'es trop petit. Puis là, finalement, tu gagnes la Coupe Stanley. Tu dois t'avoir créé des liens. Ça doit être incroyable avec les gars avec qui tu as gagné. Ah oui, c'est sûr. L'édition 93, on n'est pas des frères de sang, on est des frères de coupe. On s'est revus dernièrement là, pour le 25e anniversaire. C'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est des liens à vie, c'est un respect mutuel. Au travers de ça, on apprend plusieurs choses. On apprend à gagner parce que c'est pas vrai qu'on on est tous... on se comporte en gagnant, mais pour gagner la Coupe Stanley, ça prend une forme d'apprentissage. Puis ce qu'on a vécu ensemble, c'est des moments inoubliables. Spécialement avec tes alliés, si je ne me trompe pas, là, vous perdiez 2-0 dans la série. Vincent D'Anfos va voir l'entraîneur pour jouer avec toi, puis Mike King. Puis là, vous devenez un trio inséparable. On avait joué un petit peu durant la saison ensemble. Au début, là, Vincent jouait avec Kirk Muller puis Brian Bellows. Moi, je jouais avec Mike King puis Benoît Brunet jusqu'à temps que Ben se blesse malheureusement. Mais après ça, la chimie s'est vraiment installée entre moi, Vincent D'Anfos puis Mike King. En 93, je pense qu'on est 9 joueurs qui ont connu notre meilleure saison à vie avec Jacques Demers. Wow. Mais ça a fonctionné. Puis oui, c'est dur de faire des parallèles avec ce qui se passe le Canadien aujourd'hui puis en 93. Mais en 93, on était 0-2 contre les Nordiques. On ne donnait pas cher dans notre peau. On a réussi à basculer cette série-là contre toute attente. Et puis, on a par la suite marché vers la Coupe Stanley. Qui aurait dit en 1-3 contre Toronto que le Canadien était pour aller chercher ça. Fait que d'un fois, ça prend des moments de déclencheur dans les séries. Là, écoutez, je ne suis pas en train de dire que le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Là. Tu vas avoir un autre front page demain, d'après moi. Non, il faut rester très calme. Mais en tout cas, ce qui est encourageant, c'est que depuis ce temps-là, le Canadien semble jouer de mieux en mieux. Est-ce que ça va perdurer? Il reste encore beaucoup de victoires à aller chercher, mais au moins, il y a des signes encourageants présentement. Te rappelles-tu du feeling quand vous perdiez 2-0 contre les Nordiques? Qu'est-ce qui s'est dit? Là? Y avait-tu une panique? Vraiment pas. Cette édition-là, 93, on était très mature. On avait beaucoup de joueurs et d'individus de qualité. On avait un leadership très fort.
pas des gars qui parlaient beaucoup dans le vestiaire, mais des gars, puis qu'on avait toujours un bon ton. On n'était pas trop excités quand on gagnait, puis on n'était pas trop down quand on perdait. Puis les 2 défaites avaient été sur la glace du Colisée, puis on avait joué du bon hockey. On ne s'était pas fait déclasser. Fait que on savait un petit peu qu'on avait la pression sur nous autres. On ne pouvait pas échapper le match numéro 3, évidemment. Non. Mais on savait que c'était encore jouable. Puis c'est ce qu'on a fait. On a gagné le match numéro 3. Mais tu sais, je peux dire que la pression a commencé à se faire sentir. Là. À un moment donné, moi puis Vincent D'Anfous, avant le match numéro 3, on a pris un taxi parce qu'on était à l'époque dans des hôtels. On était en retraite. On a pris un taxi pour se rendre au forum, puis le chauffeur de taxi il nous l'a laissé savoir là, qu'il fallait absolument... Il n'était pas content. Non. J'avais rarement vu ça. Là. Il était insolent. Là, j'ai dit, s'il faut qu'on perde l'été Whiteland au Québec. Finalement, comme on sait aujourd'hui, on a réussi à basculer cette série-là. Avant de continuer sur ta carrière, je pense que Wayne et Janet voulaient te dire un petit salut là, en regardant dans l'écran. Simon, je ne sais pas si tu es capable de mettre une petite photo. Ouais. Wayne et Janet, avec leur chandail des Kings, ils étaient prêts pour la prochaine histoire. Excellent. Comment est-ce qu'on... je pense que c'est cette année-là que vous aviez gagné, c'est ça, 11 de suite en prolongation, c'est ça? On a 10 de suite. On a perdu le premier match contre les Nordiques, puis après ça, on a gagné. C'est quoi le vibe dans le vestiaire? À un moment donné, tu deviens... Personne ne peut nous battre, là? Bien, à un moment donné, c'est sûr qu'au début, 1, 2, 3, ça va bien, mais après ça, c'est dur à dire. C'est une énergie. Personne ne parle, mais c'est une énergie qui est positive dans le vestiaire. Il faut croire qu'on avait trouvé la bonne formule. Bon, oui, Patrick Roy, il en a sauvé quelques-uns. Le bon ingrédient de la formule. Oui, mais comme je dis, on était bien dosé au niveau émotionnel. On n'est jamais trop emballé, jamais trop déçu. Puis je pense que cette attitude-là nous a beaucoup aidés. Il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient contribuer offensivement. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont connu des séries extraordinaires. Paul DiPietro, qu'on avait moins vu durant la saison. John Leclerc avait été extraordinaire dans ces séries-là également. Je pense que tu sais, c'est souvent cliché, là, tu sais, les coachs, on essaie tout le temps, on rentre en série, on essaie de trouver des proverbes ou des phrases qui vont aller toucher les joueurs, puis tu sais, des fois, c'est comme, à tous les années, on en cherche une, c'est plus ou moins... Mais je pense, Jacques avait fait des cartes à chaque joueur, puis je pense que ça a vraiment marqué les gars, puis je pense même Patrick était embarqué là-dedans, à un moment donné, là, ouais. Je me trompe-tu, là, ou... Non, tu te trompes pas, on en a déjà parlé brièvement, mais... on avait connu une bonne saison de hockey, puis même durant la saison, à un moment donné, on avait eu une période de 11 parties sans défaite où on était la meilleure équipe de la Ligue nationale pour cette période-là. Mais on n'était pas les favoris. Mais on avait une fin de saison en dentier, ça n'allait pas très bien. Puis pour shaker un petit peu, brasser son équipe, Jacques Demers, à un moment donné, on arrive au forum, le vestiaire est barré. On n'a pas accès, on ne peut pas rentrer. Fait que Jacques Demers nous amène au banc. Les lumières étaient fermées du forum, il nous montre les bannières, il dit ici, c'est une grande histoire de gagnant, regardez les bannières, il faut jouer avec fierté. Là, il nous invite à s'en aller dans le salon des anciens et laver notre linge sale. Et là, il y a nos chandails rouges qui sont accrochés sur le support, puis il dit si vous vous mettez d'accord, vous allez endosser votre chandail, puis vous allez rentrer dans le vestiaire en portant votre chandail. Fait qu'on on lave notre linge sale, on rentre dans le vestiaire. Et là, le lendemain, Jacques arrive avec une carte qui dit qu'on va s'engager en équipe puis pour les séries de 93. Évidemment, là, les gars, on se regarde, on est dans la Ligue nationale, ça fait un petit peu stock de junior. Ouais. Mais là, OK, on embarque dans le jeu. Là. Après ça, pas longtemps après, il arrive avec une chanson « Nothing is gonna stop us now ». Puis là, on continue à se demander qu'est-ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, la carte, il fallait l'avoir en tout temps avec nous, sans ça, on pouvait être mis à l'amende. Là, on finit la saison, on ne gagne pas, mais on joue du meilleur hockey. On bascule contre les Nordiques. Là, la carte, elle prend de l'ampleur. Avez-vous vos cartes? Avez-vous vos cartes? Tu l'as encore, là? Tu l'as encore. Oui, j'ai été, étrangement, je ne sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe de garder ces cartes-là. Puis celle de Jacques Demers a été utilisée pour son livre à lui. Parce que peux-tu la mettre plus proche dans la caméra pour que les gens, parce que ça vaut cher, ça, là.
We are on a mission. We are making a team commitment in 1993. Ton numéro 47. Oh, hey, c'est Ouais. hot, hein? Ah, wow. Fait que ça, c'était la carte de Jacques Demers. Il y a eu de la bière, cette carte-là. Ben, je ne suis pas un buveur de bière, là, mais en tout cas. Mais t'en as reçu pareil. Oui, on en a reçu pareil. Fait que ça nous a suivi toutes les séries avec la chanson. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que quand j'entends la chanson de Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, ça nous rappelle des beaux souvenirs. Puis Patrick, c'est quoi la carte? Patrick, lui, ben là, on arrive en finale contre les Kings. On commence à la maison. Puis là, on perd le premier match 4-1 contre Gretzky qui fait un but 3 passes. Et là, le lendemain, on était un petit peu shaké parce qu'on avait perdu déjà l'avantage de la glace. Patrick Roy, sa femme était enceinte, puis on s'en allait à Los Angeles, puis il ne fallait pas qu'il manque le vol. Fait que je pense qu'ils ont provoqué un petit peu l'accouchement. Et, fait que cette journée-là, le lendemain de cette défaite-là, on ne s'est pas entraîné, on a fait une séance vidéo. Et Patrick est arrivé vers la fin de cette séance vidéo-là avec une carte. Puis, il a remis ça à tout le monde. Ben, d'un côté, elle est en français. Les boys, le vrai winner ne s'attache pas tant au succès qu'à la grande, à l'ultime victoire. Le reste n'est que prétention temporaire. Ouais. P.R. Patrick. Ouais. L'autre chose, l'autre côté, c'est en anglais. Puis, dans le fond, ce qu'il voulait nous dire, c'est « Hey, les gars, on ne peut pas se contenter et d'être content d'être en finale. Les vrais gagnants, les autres, ils s'attachent à l'ultime victoire. » Fait que c'était un petit peu comme nous réveiller et dire « Regarde, on n'est pas juste ici pour parader, on est ici pour gagner. » Puis encore là, tu sais, c'est des événements, il y a peut-être des fois, tu tentes des choses comme ça puis ça ne fonctionne pas, mais en 93, ça a fonctionné. Mais en tout cas, si ces cartes-là sont de grade 10, d'après moi, tu pourrais avoir cher pour. Non, mais sérieusement, je regarde que tu es en train de nous montrer des cartes, ça vient nous chercher profondément. Puis des gars comme vous autres qui avez gagné la Coupe, ça doit arriver souvent. Vous lancez votre verre dans l'écran quand vous regardez le Canadien parce que, mais ça, c'est de la passion, c'est du respect, ça. Pour le logo, je trouve ça incroyable, honnêtement. Là, c'est pour ça que je dis l'édition 93, on est les derniers gagnants, puis jamais on n'aurait pensé qu'on était pour surfer sur cette vague-là aussi longtemps. Là. Est-ce que c'est le fun de surfer? Un petit peu, peut-être une couple d'années, là, mais là, c'est rendu pas mal, puis c'est le temps là, qu'on passe à un autre appel, puis que le Canadien... Parce que le Canadien, non seulement n'a pas gagné de coupe, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a été une organisation qui a passé proche? Non. Je pense pas, en tout cas. Non, c'est ça, c'est tough. Fait que tu gagnes la Coupe Stanley. C'est quoi après? Je pense que t'es parti 93-94, t'es parti après ça en Anaheim. C'est tout de suite après, là. Mais là, moi, je connais ma meilleure saison en carrière. Cette année-là, je me blesse, je manque 13 parties. J'ai réussi quand même à faire 80 points, 31 buts. Je décolle. Là, puis Jacques Demers me donne de l'importance. Je joue sur un trio important. Je reviens l'année suivante, je suis premier compteur du Canadien. Je me blesse à l'autre cheville. Ça se complique, je reviens, il n'y a pas de guérison. Je patine sur une jambe. Évidemment, là, à 5 pieds 10 ou 5 pieds 8,5. J'ai besoin de mes jambes pour performer dans cette ligue-là qui accroche et qui a beaucoup d'obstructions. Je suis un petit peu moins... J'essaie de revenir, mais je ne suis pas à 100 %. Puis à un moment donné, quand je reviens, je vois mon temps de glace, il diminue. Pour, à un moment donné, me réaliser là, que mon rôle, il diminuait. Je rencontre Jacques Demers. Jacques Demers savait exactement pourquoi j'allais le voir. Il avait son cartable de temps de glace. Il dit « Je le sais, Stéphane. » Puis là, je comprenais que peut-être mes jours avec le Canadien étaient comptés. Puis c'est beaucoup plus tard, j'ai compris comment Serge Chavard travaillait. Lui, il avait des plans de 4 ans. Il bâtissait son équipe. Après ça, il faisait du ménage. Puis après ça, il essayait d'être compétitif. Il avait gagné en 86. Il avait perdu en 89. Son équipe avait peut-être trouvé l'apogée un an plus vite que prévu. Là, on revient en 93. Puis moi, je faisais partie du ménage. Là. Il y avait Saku Koivu qui s'en venait, un joueur de petit gabarit. Fait qu'à ce moment-là, j'ai demandé un échange. Et puis, ça n'a pas été long. J'ai été échangé aux Ducks d'Anaheim. Puis, j'ai joué là 1 an et demi par la suite. Fait que là, on a joué pas mal aux mêmes places. Là. Montréal, Anaheim aussi, puis Lugano. Là, exactement. En Suisse. Lugano en Suisse. Ouais. Comment ça a été, ton expérience en arrivant en Europe? Tu pensais y aller au début de ta carrière, puis finalement, tu es allé plus tard. Oui, bien, c'est ça. Là, je joue pour les Ducks d'Anaheim, puis là, c'est une année en 94-95, c'est l'année du lockout.
de la Ligue nationale. Mon frère, lui, jouait pour les Zurich Lions. Okay. Donc, je pars de la Californie, je m'en vais le visiter, j'emmène mon sac de hockey pour m'entraîner là-bas avec lui. Puis si la Ligue nationale ne reprend pas après les fêtes, peut-être essayer de trouver une équipe pour finir la saison là-bas. Fait que pendant mon séjour en visitant mon frère en Suisse, ben, je vais rencontrer certaines équipes, dont Lugano. Lugano sont intéressés à moi. Fait qu'ils disent, s'il n'y a pas de saison, on va te prendre. La saison reprend, je reviens à Anaheim. Évidemment, Anaheim, c'est une équipe d'expansion. On débutait. On n'a pas fait les séries. Mais là, j'étais en fin de contrat. Les Ducks d'Anaheim voulaient me renouveler. Mais là, Lugano sont revenus à la charge. C'est là que c'est à l'année qu'ils ont bâti la Resega. Max, tu as joué dedans. Ouais. L'aréna était flambant neuve. Il y avait besoin d'un joueur de nom. Franchise. Ouais. Fait que, finalement, j'avais gagné la Coupe cette année. Je commençais à être blessé. L'offre de Lugano était vraiment très alléchante. Mon frère, il était en Suisse. Fait que j'ai décidé de prendre cette option-là. J'ai vécu 6 années vraiment extraordinaires là-bas, une expérience de vie très enrichissante. Mettons que le matin, les palmiers avec le petit café, les croissants au chocolat, ça se prend bien. Hein? Oui, c'est la qualité de vie. Écoute, on jouait 36 parties, on jouait le mercredi, puis on jouait le mardi, puis le samedi. La qualité de vie familiale, c'était extraordinaire. Mais je suis parti peut-être un petit peu trop à la fin. Peut-être j'aurais pu jouer une autre année de contrat avec les Ducks d'Anaheim pour partir par la suite. Mais je n'ai pas trop de regrets parce que mes 6 ans là-bas en Suisse ont été vraiment une expérience de vie incroyable. Parce que tu as joué pour un club. Moi, ça a été. J'ai joué à Zurich un petit peu. Oui. Puis mon plus gros clash de me dire je suis plus dans la Ligue nationale, c'est quand je suis arrivé à Ambry-Piotta. Mais lui, il connaît ça, c'est la rivalité avec Lugano. Oui, puis j'ai joué pour Ambry-Piotta aussi. Oh, oui. C'était comment ça? Ben, Ambry-Piotta, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est une ville de 350 habitants. Là. C'est la plus vieille aréna de la Suisse. Elle est construite au bas de la montagne pour que le rayon du soleil ne l'affecte pas. Évidemment, on n'habite pas Ambry-Piotta, on monte vers Ambry-Piotta, on habite plus dans le bout de Lugano, Pregansona ou Bellinzona. Et puis bon, j'ai joué là 2 ans, mais il faut dire que les partisans de Lugano et les partisans d'Ambry, c'est la rivalité canadien-nordique, je peux vous dire que c'est comparable, là, puis même des fois, ça peut être beaucoup plus violent, ces affrontements-là, Lugano-Ambry, ils ne s'aiment vraiment pas. Là. Ça t'a-tu surpris les arénas? Ça tente jamais de retourner coacher là-bas? T'aimes le coaching? Il me semble que je coach, j'ai acheté Lugano. J'ai refusé d'aller coacher à La Chaux-de-Fonds il y a quelques années. Un petit peu avant que j'aille coacher comme assistant-entraîneur avec les Bulldogs d'Hamilton. J'ai refusé tout simplement parce que ma conjointe, qui elle maintenant a retrouvé son emploi, n'était pas prête à retourner là-bas. Fait que c'est pour cette raison-là que je ne suis pas retourné. Je ne suis pas fermé à l'idée, bien au contraire. Elle parle de prendre sa retraite dans quelques années, donc ça pourrait être une expérience enrichissante de retourner là-bas. Ah non, on va contacter la famille Mantegazza. Inquiète-toi pas, Steph. Ben oui, c'est ça. Ben Géo, moi, évidemment, toi, tu as plus connu Vicky, je pense, sa fille, Géo. Ouais. Mais Géo, un homme particulier, très fortuné. D'ailleurs, il s'était fait kidnapper pendant que j'étais là-bas par des... Oui, il s'était fait kidnapper, puis il avait payé lui-même sa rançon de 10 millions de dollars au ravisseur. C'était écœurant, ça. Oui. Mais c'est un gars qui, lui et son frère sont plusieurs fois milliardaires. Puis, mais c'est là, aujourd'hui, Joe, il est quand même assez âgé, mais il venait à tous les matchs avec son chandail vert. Puis quand on gagnait, il venait dans le vestiaire et faisait une culbute. C'était vraiment un fan de hockey incroyable. Puis à un moment donné, il est sorti de son bureau. Puis il s'est fait kidnapper par quelques individus. Et puis 3 jours plus tard, ils l'ont retrouvé, ils l'ont libéré. Mais il avait lui-même négocié sa rançon. Puis, en tout cas, de ce que j'ai entendu dire, il n'avait jamais voulu collaborer avec les policiers. Après ça, il se promenait avec un garde du corps. Un garde du corps? C'était écœurant, ça. C'est ça, les réalités de jouer ailleurs. Puis, il y a des gens, Stéphane, on parle il y a quelqu'un qui écrit « Stéphane Lebeau est excellent au collégial D1 à Lennoxville. » Fait que ils veulent pas te perdre là-bas non plus. Ils sont gentils.
Je ne sais pas si c'est un de mes joueurs qui a écrit ça. Comment est-ce que justement, parce qu'on a un parcours, quand on devient entraîneur, on dit souvent, prends ce que tu as aimé de ceux que tu as aimés, puis ce que tu as moins aimé. Toi, qu'est-ce que tu as pris de qui? Et moi, quand j'ai pris ma retraite de hockey en 2001, là, j'ai rien fait pendant 1 an et demi. Je faisais du tennis à temps plein. Je voulais devenir un des meilleurs joueurs de tennis de la région de Sherbrooke. Je faisais 30-40 heures de tennis par semaine. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un appel justement des Cougars. À l'époque, ils commençaient leur aventure dans le junior 3A. Sylvain Laflamme, le directeur sportif, il a dit ça te tente dessus. Fait que j'ai dit oui. Mais là, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit OK, Steph, tu as eu une belle carrière, mais j'ai dit à cette heure, comme coach, c'est une autre affaire. Puis j'ai eu une grosse réflexion. J'ai décidé de qui je voulais être comme coach, puis quelles étaient mes valeurs que je voulais véhiculer. J'ai mis ça sur papier. Et puis par la suite, oui, j'ai été influencé par ma carrière, par différents entraîneurs que j'ai côtoyés. J'ai appris des meilleurs, j'ai appris des moins bons, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais j'ai forgé mon identité au travers de toutes ces expériences-là. Et puis, je me suis lancé là-dedans à fond avec passion parce que c'est ça, moi, qui me carbure, c'est cette passion-là de transmettre mes connaissances, cette passion-là à mes athlètes. Oui, pour en faire des joueurs de hockey, mais beaucoup plus aussi pour en faire des êtres humains complets, équilibrés. Je ne vois pas mon rôle comme un coach strict. Je suis un accompagnateur qui essaie de faire réfléchir les jeunes. Puis les rendre meilleurs aussi. Je veux savoir, c'est quoi ton point, toi, que tu lâches pas, là, ta valeur qui est la plus importante quand tu enseignes à tes jeunes? Bien, de un, c'est de s'investir à 100%, faire les choses à moitié. Que tu veuilles faire la Ligue nationale, que ça soit ta dernière année de hockey, il y a une façon de faire les choses, c'est à fond. On vient à la patinoire, on s'investit à fond. Dans le plaisir, moi, tous mes entraînements, tout. La majorité des entraînements, je les consulte puis je me dis, si j'étais un joueur de hockey, j'aurais-tu le goût d'aller à l'aréna? Ouais. Quand je réponds oui à ça, mes athlètes aussi vont répondre oui à ça. Fait que ça, pour moi, c'est mordicus. Je ne t'oblige pas à être là. Moi, je m'investis, je m'attends de mes athlètes à ce qu'ils s'investissent. L'autre chose c'est sûr que je me vois vraiment un entraîneur différent des autres de par toutes les formations que j'ai prises. J'ai une philosophie, je pense, différente de plusieurs coachs. Moi, je me fais un devoir de ne pas être dans la tête de mes joueurs. Le hockey, c'est assez compliqué de même. Je trouve qu'aujourd'hui, le hockey appartient beaucoup trop aux entraîneurs. Puis ça fait en sorte que souvent, les jeunes sont paralysés. Ils pensent trop sur une patinoire. Ils ont peur de faire des erreurs. Quand papa, maman est dans la tête du joueur, quand le coach est dans la tête du joueur, on étouffe leur plein potentiel. Ils réfléchissent, ils ne sont pas à la bonne place. Et puis moi, là, mélangé avec le sens du hockey qui est essentiel dans l'apprentissage du jeu, qu'on ne met pas l'emphase là-dessus, malheureusement, dans l'enseignement de notre hockey mineur. Ça fait en sorte que je fais les choses différemment. Puis je le répète, ce n'est pas nécessairement toujours pour envoyer des gars dans la Ligue nationale parce que peu importe ta méthode, là, il n'y en a pas gros. Il n'y en a pas gros qui vont passer. Mais de rendre les joueurs meilleurs, de faire en sorte qu'ils s'amusent en jouant au hockey, puis qu'ils apprécient leur saison de hockey, moi, c'est un petit peu mon mandat que je me donne à chaque année que je fais du coaching. D'après moi, on a la même question. Comment toi, tu l'enseignes, le hockey IQ? Parce que Max, il voudrait en avoir. Non, c'est pas ça. Non, mais moi, je m'en allais demander parce qu'on charge souvent sur notre podcast, on dit qu'on bourre un peu trop le crâne des jeunes. Puis qu'est-ce que tu viens de dire? C'est right on. Ouais. Ça dépend comment on le bourre. C'est ça. Moi, je suis un accompagnateur, puis c'est justement, c'est différent. Moi, vous suivez le golf peut-être, les gars, mais tu as un cadet au golf. Puis le cadet, il transporte le sac, puis il suggère des choses à son joueur, mais à bout de ligne, c'est le joueur qui frappe la balle. Mais moi, je me vois un petit peu comme ça. Je suis un cadet au golf. Là. C'est bon à tabarouette, ça. C'est tellement bien expliqué. Je suis là pour les accompagner. Puis j'ai différentes interventions, différents niveaux, mais ça donne un petit peu un résumé de ma philosophie. Mais le sens du hockey, parce que je fais des conférences là-dessus un petit peu sur comment développer puis favoriser le sens du jeu. Pour moi, il y a 7 composantes chez un joueur de hockey. Puis un joueur de hockey, son ADN, c'est un petit peu le résultat de ces 7 composantes-là.
Puis souvent, cette composante-là du hockey sense, du sens du hockey, il est négligé puis il n'est pas enseigné. Fait que, malheureusement, de la manière qu'on enseigne le hockey à nos jeunes, bien, les jeunes, ils le voient trop tard ou on n'en parle pas. Fait que moi, je parle des vraies affaires. Je dis ça existe. Puis comme les coups de patin, il y en a qui vont l'apprendre plus vite que d'autres. Mais si on n'en parle pas, c'est sûr qu'il ne l'apprendra pas. Ah, fuck! Mon problème, si j'ai appris trop tard. Non, mais écoutez, les gars, je pense que si vous êtes rendus dans la Ligue nationale puis avec la carrière que vous avez eue, c'est sûr que vous avez du hockey sense. Puis, parce que le hockey sense, c'est pas juste marquer des buts puis faire des points, c'est d'être utile et efficace en tout temps. Tu es sur une patinoire de hockey. Puis, c'est très, très simple à enseigner, dans le fond. C'est juste de l'expliquer, de faire comprendre aux joueurs que dans la tête, un joueur de hockey, là, le petit hamster, il faut qu'il pense vite. Puis de frapper sur le clou, puis de mettre les joueurs dans les contextes pour qu'ils soient efficaces et utiles en tout moment qu'ils sont sur la glace. Parce que le hockey, là, oui, on fait des X puis des O sur un tableau, mais c'est de l'abstrait, le hockey, là. Tu peux avoir 22 contre 1 dans une pratique, mais les 22 contre 1 dans une pratique, ils sont trop différents. Il y a toujours une variable. La glace est moins belle, tu es d'un côté, tu es de l'autre, tu es un gars qui est en retraite. Wow. Steph, tu me donnes le goût de recommencer à jouer au hockey. Sérieusement, là, y a-tu de la place dans ton équipe? On va faire une fausse carte. Max, t'as pas fini ton cégep? T'as pas fini ton cégep? Non, mais sérieusement, c'est rare, là. C'est rare, mais Chris, il est intéressant à tabarouette. Puis le chat aussi, il pense ça. C'est où, Steph? Quand tu dis je donne des conférences, c'est où qu'on peut écouter ça? Je donne des conférences. Je suis pas en train de me chercher des conférences. Non, mais... Mais j'en ai fait dans l'hockey. J'en ai fait au travail, puis mes conférences, encore là, c'est pas pour imposer ma vision des choses, mais c'est pour faire réfléchir. Puis c'est sûr que pour avoir l'expérience de l'avoir vécu, les entraîneurs ou les joueurs qui voient ma conférence, ils trouvent que ça fait beaucoup de sens. Master, c'est de trouver une façon de comment l'appliquer. Puis ça, c'est un autre défi parce que le rôle de l'entraîneur, il change beaucoup. Et tu ne deviens plus l'entraîneur qui impose tout. C'est beaucoup plus abstrait. Tu donnes beaucoup plus de latitude. Dans le fond, tu veux que ton joueur devienne autonome et créatif. Ouais. Puis ça, ben, au début, les joueurs qui arrivent, ils se font un peu surprendre, mais quand ils embarquent dans le moule, puis c'est pas très long, ça prend une couple de mois, à un moment donné, tu vois que le jeune, là, il se laisse aller sa patinoire, puis il se libère, puis là, tout d'un coup, voyons, j'étais capable. Puis, c'est ça. Mais c'est bon parce que toi, dans le fond, tu enseignes différents chemins pour te rendre à destination. Le problème, on parlait du hockey mineur, c'est que le monde enseigne la destination. C'est là qu'il faut que tu t'en ailles, mais à un moment donné, il faut que tu t'expliques comment te rendre là. Il y a différentes façons. Puis le chemin que toi, Max, tu as pris, puis le mien que moi, je dois prendre ou que j'ai pris est complètement différent aussi. Fait que l'approche de Steph, il y a des affaires que Steph va te dire que moi, je vais faire ça. Tu sais, toi, Guillaume, t'es arrivé comme t'avais la serviette en entour, une limonade dans les mains, puis moi, en arrière, j'avais pas de chandail, puis j'étais à quatre pattes, puis je mangeais de la roche. Tu comprends? T'sais? Mais on est arrivé à la même place, pareil. C'est ça. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs méthodes. Je n'ai pas la prétention d'avoir la recette parfaite. Puis au travers de ça, à chaque année, on se remet en question, on analyse, est-ce qu'on peut améliorer les choses, différentes approches. Il a fallu que je m'adapte avec la nouvelle génération des jeunes. Mais quand on constate nos déboires Hockey Québec dans les dernières années, si on parle, au niveau du repêchage, on est de plus en plus sous-représenté. Il y a un réel questionnement à se poser, qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis je pense que dans le passé, on avait un bassin tellement immense qu'il y avait plusieurs qui réussissaient à se faufiler de façon naturelle. Là, on voit que les autres pays ont pris l'avance sur nous autres parce qu'ils encadrent leurs jeunes, ils investissent dans leurs jeunes. Nous autres, on est encore dans un système de bénévolat. Et là, les bénévoles, là, je vous remercie. Une chance que vous êtes là parce que notre hockey n'existerait pas. Mais à un moment donné... ça prend plus que ça, pareil. C'est plate. Il faut qu'au moins ces bénévoles-là soient grandement soutenus. Tu sais, vous avez joué en... Exactement, on pense de la même façon, Steph. Moi, Max, quand je suis arrivé à Lugano, c'est à peu près la grosseur de Sherbrooke. C'est à peu près 100 000. Ici, à Sherbrooke, mettons, pour faire des comparaisons, on avait 2500 joueurs. À Lugano, il y avait 250 joueurs de hockey.
Mais sauf qu'à Lugano, il y avait 3 entraîneurs du hockey mineur payés à temps plein, dont Serge Pelletier à l'époque, que vous avez peut-être coaché, il vous a coaché contre lui, qui a fait une carrière en Suisse. Je pense qu'il était coach cette année à Lugano. Il est retourné à Lugano, mais lui a commencé avec le hockey mineur. Mais c'est ça, les Suisses, les petites municipalités engagent des Suédois, des Finlandais, des Russes, des Canadiens. Venez vous occuper de nos jeunes, venez vous occuper de nos bénévoles. Puis, ils ont des éducateurs spécialisés dans les gymnases, dans les écoles, qui font en sorte que leurs athlètes, ils progressent plus rapidement que les autres. Nous autres, après, on fait du rattrapage, malheureusement. C'est pas par faute d'idées, c'est par faute de moyens financiers, souvent, malheureusement. C'est right on. Je suis 100% d'accord avec toi. Je n'ai même pas d'argument pour me battre ou essayer d'aller plus loin. Je pense la même affaire. J'ai déjà commencé à penser quand je m'en vais me faire coacher. J'ai le goût de rejouer. C'est la première fois qu'un coach me donne le sourire. On passe au segment de la petite vite, Steph. C'est 2-3 petites questions bien simples. Ton foursome de rêve, on te dit tu t'en vas jouer au golf. Tu choisis 3 autres chums, on le sait. Wayne va être là, mais. Là, je vais exclure les membres de ma famille. Moi, mon garçon. N'importe qui. N'importe qui? Ah, n'importe qui. Ben, écoute, mon fils qui est à l'Université américaine en golf. Évidemment, mon défunt père qui me manque beaucoup, qui est un ancien assistant professionnel. Et puis, bon, là, si je vais aller chercher, je suis obligé de mettre Wayne là-dessus, même s'il me dit des pas beaux mots. Ouais. Sinon, chez les golfeurs, là, c'est sûr que j'aurais de la difficulté à passer à côté de Tiger Woods avec Tom Watson, qui était mon idole de golfeur de jeunesse. Puis pourquoi pas présentement, là, Dustin Johnson, ça pourrait faire un bon quatuor. Mais ton fils, il est où à l'université? Comment ça fonctionne pour avoir un scholarship aux States en golf? J'ai jamais... c'est pas connu au Québec, ça? Tu sais? Non, mais il y a de plus en plus de Québécois là, qui sont rendus là-bas, autant masculin que féminin. Évidemment, le golf au Québec, là, c'est pas une grande culture, mais au travers des filons, on se fait orienter. Il faut d'abord jouer beaucoup de tournois lorsqu'on est jeune, d'avoir un encadrement spécifique. Et puis par la suite, là, tu te fais valoir, tu te manifestes. Il y en a des fois qui engagent des conseillers. Et puis, à un moment donné, tu te fais voir dans des tournois. Mon garçon, il s'est fait surtout voir là, au championnat canadien à Calgary. Il y avait beaucoup de recruteurs là-bas. Puis, tranquillement, pas vite, si tu as le niveau, ben, tu peux te faire offrir des scholarships intéressants. Wow. Mais il y a de plus en plus de jeunes Québécois là, qui vont vers le NCAA. Puis, c'est un bel avenir. Oui. Wow. Puis, il est où, là? C'est où, il est à Odessa College, au Texas. Oh, wow. Ils viennent de revenir là, récemment avec nous autres, puis là, il attend son année, son été. Jusqu'à présent, la majorité des tournois ont été cancellés, mais il reste encore 3 ans d'université. Puis, maintenant, c'est dans ses mains savoir comment il veut progresser et comment il va s'investir dans son développement. Ah, c'est cool. C'est vraiment hot, ta rencontre la plus impressionnante dans toute ta vie? Quelqu'un là, que tu as shaké et tu étais nerveux? J'ai shaké. La plus impressionnante. Guillaume, c'était Janet Jackson. Ouais. Mais t'es pas obligé de dire moi quand on s'est vu RDS. On a eu du fun, là, mais... c'est sûr que moi, les anciens joueurs du Canadien, quand j'ai côtoyé les Jean Béliveau, les Maurice Richard, les Henri Richard, pour moi, là, c'est Yvan Cournoyer. J'ai fait un voyage à Dubaï avec Yvan Cournoyer. C'est des gars qui m'ont quand même assez impressionné. Puis impressionné parce que je les admirais, mais impressionné par leur simplicité. Ouais, et à quel point c'était des hommes extraordinaires. Ah, c'est incroyable, ces personnes-là. Puis, si tu n'étais pas dans ton domaine, tu ferais quoi? Ben, dans le hockey, là, tu es dans le coaching, là, tu es rendu prof d'école, là, mais tu as pas mal de domaines, là, finalement. Quand j'étais au cégep, je voulais devenir dentiste. OK. Wow. C'était dans ma carrière que je voulais faire, mais je ne l'ai pas fini à cause je suis tombé professionnel avant de compléter mon diplôme. Mais si je pouvais, là, j'avais à choisir, étant donné que j'ai goûté le hockey, sans contredire, j'aimerais ça être un joueur de la PGA Tour. Ah, wow. Ça l'explique beaucoup dentiste en passant. À date, tu as le sourire of the year à la poche bleue. C'est mon teint basané qui fait ça. Fait que ton gars, il te bat de combien de coups, Rolf?
Ben écoute, quand je vais au terrain avec lui, des fois, il me donne des coups, mais mon objectif, c'est de le battre sans coups. Puis ça arrive de moins en moins parce que, bon, j'étais quand même un joueur respectable. J'ai environ 3 d'handicap. C'est assez respectable. On te respecte pas mal même. Mon garçon avec les terrains au Québec, c'est un gars qui a plus 2, plus 4 d'handicap. Cette semaine, là, il a joué moins 3, il a fait un double bogey au dernier trou. Sans ça, il rentrait avec un moins 5, puis c'était sa première ronde avec le paternel. Il faut qu'il me donne des coups pas mal. Wow! Ouais, ben, tu sais quoi, moi puis Guillaume, on va continuer à se pratiquer. Wow! Oh. Nous autres, on est bons ces terrains aux États-Unis, c'est juste qu'on n'a pas le temps d'y aller. Merci, Steph. Merci honnêtement. Je t'avais dit une demi-heure, mais on a fait plus qu'une heure, mais c'est ça la poche bleue. Là. Trop intéressant. Merci de m'avoir eu. Félicitations aussi là, pour tout ce que vous faites. Évidemment, je suis à Sherbrooke, mais je vois bien le beau travail que vous faites aussi dans les médias depuis quelques temps. Puis je pense que vous étiez des gars travaillants à la glace. Puis je le sais pour avoir fait les médias que c'est pas facile. Puis je vous souhaite longue carrière là-dedans. Bon, merci. Merci d'avoir accepté d'être venu à la Poche Bleue. Puis mon équipe Collège Charlemagne, on va avoir une conférence de Steph, c'est sûr. On va brasser ça un peu, les coachs là-bas. Là. Ça va faire du bien. Ça me fera plaisir. Bon, salut. Salut mon Steph. Bye. À la prochaine. Bye bye.